eux ont la mâchoire soudée totalement au reste du crâne, un petit peu comme la plupart des vertébrés. Et à l'ère primaire, en fait, le groupe dominant chez les chondrichtiens, c'était pas les élasmobranches comme aujourd'hui, c'était ce groupe des holocéphales. À l'époque déjà, les chondrichtiens représentaient, à l'endroit où on avait beaucoup de fossiles, environ 2/3 de la faune marine. Et parmi ces 2/3, les 2/3 étaient des holocéphales. Donc ce groupe-là était un groupe dominant, florissant à l'ère primaire. Et aujourd'hui, malheureusement, ne reste plus que le groupe des chimères et quelques dizaines d'espèces. Donc on est vraiment sur une lignée en bout de course évolutive par rapport aux conditions du milieu. Et ces requins, on va dire, pour quitter le groupe des holocéphales, voilà, primitifs tels qu'ils sont ici, ils ressemblent évidemment pas du tout aux requins d'aujourd'hui. Certains avaient des espèces de grosses piques sur la tête dont on pense, on a retrouvé des fossiles avec des mâles et des femelles qui servaient à la femelle à s'accrocher dessus pendant l'accouplement. D'autres avaient des gros barbillons. On en a aussi, peut-être vous les avez déjà vus, avec la mâchoire inférieure enroulée. On imagine que peut-être ils mangeaient des ammonites. On était très très loin du requin d'aujourd'hui, donc il faut balayer ce discours que les requins n'ont pas bougé depuis 400 millions d'années. Non, 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 les requins tels qu'on connaît aujourd'hui sont beaucoup plus récents. Tous ces requins primitifs, entre guillemets, se sont éteints graduellement. Il restait une seule lignée qui est celle des zygodontes et qui a résisté jusqu'à la fin du Mésozoïque, jusqu'à la disparition des dinosaures. Et ce groupe des zygodontes a donné deux groupes que sont les requins tels qu'on les entend aujourd'hui, les sélachimorphes, et les raies, donc les ragamorphes. Pendant très longtemps, on a cru que les raies étaient des petits cousins des requins, parce que dans le registre fossile, on n'a pas trouvé de fossiles de raies durant 50 millions d'années ici. Donc les premières raies, elles ont à peu près, il me semble, 160 millions d'années. Donc on s'est dit, ils se sont directement, on va dire un résidu, en tout cas une branche des requins modernes. En fait, l'étude maintenant des denticules dermiques nous dit que les raies et les requins modernes ont chacun des caractéristiques des zygodontes, mais pas les mêmes, et que les raies sont certainement un groupe frère ou sœur, je ne sais pas comment on dit, apparu en même temps que les requins, et que si on ne les trouve pas dans le registre fossile pendant 60 millions d'années, c'est qu'en fait les premières raies ressemblaient tellement à des requins qu'on n'arrive pas à les retrouver en fait, et cette morpho-anatomie aplatie est apparue un petit peu après. Donc aujourd'hui on retrouve voilà, ces trois groupes, les requins modernes, les raies et les chimères, parmi un groupe qui a été beaucoup plus diversifié dans le passé. Donc les chimères, voilà, c'est certainement les animaux les moins connus parmi les chondrichtiens. Il y a 10 espèces sur la zone européenne, 57 dans le monde et 2 seulement en Méditerranée. Voilà, donc quand je dis qu'on est vraiment en bout de course pour une lignée, c'est le cas. Donc à la différence des requins et des raies, ils ont voilà, cette mâchoire avec toutes les dents formées en plaques accrochées. La mâchoire totalement accrochée au crâne, en tout cas, même la mâchoire supérieure. Ils ont un petit peu un crâne en forme de lapin, c'est assez amusant. Ils ont, à la différence des requins et des raies, une seule fente branchiale, même s'ils ont plusieurs arcs branchiaux qui sont derrière. Ils ont cette grande nageoire dorsale épineuse et cette silhouette voilà, tout allongée avec une queue en fouet, une seconde nageoire tout allongée. Je le disais, des denticules cutanés sur le ténaculum et aussi au niveau, voilà, sur les nageoires anales à la base des ptérygopodes. Et ce sont des espèces qui sont ovipares. Ils pondent des œufs comme ça, tout en longueur, qui sont a priori déposés à même le sol. En tout cas, les quelques reproductions de chimères qu'on a pu observer en aquarium, voilà, illustrent des œufs qui sont simplement posés au sol. C'est des espèces qui vivent très profondément. Je veux dire, à part peut-être voilà, Echimaria monstrosa, qu'on peut voir dans les mers du Nord la nuit à certaines périodes, à moins de 30 ou moins de 40 mètres, ça vit à plusieurs centaines de mètres, donc voir des chimères en plongée, c'est quasiment impossible. Voilà, on va passer maintenant aux sélachimorphes, donc les raies, aux élasmobranches, donc les raies et les requins. Donc le requin, voilà, dans sa forme la plus classique, c'est ici un requin bordé. Il y a 82 espèces sur la zone européenne, 49 en Méditerranée et 566 au niveau mondial.
Donc ils sont caractérisés par cette forme allongée, fusiforme, souvent parce que c'est le requin classique, soit les lamniformes, soit c'est les carcariniformes, mais on a aussi beaucoup d'espèces de requins qui vivent près du sol. Je pense aux anges de mer qui sont un petit peu éloignés de cette forme classique de torpille. Ils ont pour la plupart 5 fentes branchiales, quoi qu'il y ait un groupe qui en a 7. Ils ont ce qu'on appelle un chondrocrâne et une mâchoire réellement séparée. Donc là, elle est illustrée ici. Donc, mâchoire inférieure supérieure totalement détachée du crâne et qui peut être projetée à l'avant en cas d'attaque avec uniquement un os qui retient les mandibules. Je pense que vous avez tous vu ces images de requins blancs appâtés avec des gros poissons où on voit vraiment la mâchoire protractile qui sort et qui va happer souvent le morceau de poisson qui est proposé. Au niveau de la dentition, on a une dentition avec un renouvellement continu. Ça fait une espèce de système de chenille de char d'assaut où les dents prennent naissance dans le palais et sont ramenées vers l'avant. Et elles sont, dès qu'elles sortent trop, eh bien, elles sont usées et puis elles tombent, elles sont remplacées en continu. Et la structure des dents est exactement la même que celle des denticules dont je parlais tout à l'heure, qui sont sur tout le corps des requins. Donc ça a vraiment la même origine. Et donc ils ont ce corps totalement recouvert de denticules cutanés, les requins. Donc les denticules, elles ont plusieurs fonctions. Une fonction hydrodynamique chez les espèces pélagiques, avec vraiment pour faciliter l'écoulement de l'eau sur le corps du requin, avec des formes très différentes en fonction de l'emplacement sur le corps. Elles ont une fonction antiparasitaire, ça évite aussi à certains organismes de se coller directement sur la peau, donc elles évitent aux requins d'être parasités. Et elles ont aussi, on l'a dit chez les chimères, une fonction sexuelle puisqu'elles permettent de saisir la femelle quand elles sont présentes chez les chimères, et une fonction défensive, on va le voir chez les raies juste après. Donc voilà, la mâchoire d'un requin totalement détachée du crâne. On a tous vu cette image. Voilà. Et donc le dernier groupe, c'est les rageamorphes, donc ce qu'on appelle plus communément les raies, avec 37 espèces en Méditerranée, 855 à travers le monde. Donc c'est parmi les chondrichtiens le groupe le plus élargi. Donc une des principales caractéristiques, c'est un aplatissement symétrique. Les raies, elles sont posées sur le ventre, elles sont symétriques, à la différence des poissons plats, entre guillemets, comme les sols, les rombous, qui sont des poissons posés sur le côté avec l'œil qui va migrer très rapidement pour avoir une face aveugle. Elles sont vraiment posées de manière symétrique. Elles ont 5 fentes branchiales sous le corps, qu'on voit là chez les mobulards assez facilement, alors que chez le requin, elles sont sur les côtés. Le chondrocrâne présente souvent un rostre, donc c'est-à-dire le côté un petit peu pointu de la plupart des raies, au moins du genre Raya, qui est moins visible chez les mobulards, chez les mantins. La mâchoire est également détachée du crâne comme chez les requins. Et de la même manière, il y a un renouvellement continu des dents. Ça ressemble un petit peu à ça, une mâchoire de raie. Les ailes sont soudées au corps jusqu'à la base vraiment du crâne, alors que chez les requins, ce sont vraiment des nageoires pectorales avec des articulations. On n'a pas ce côté soudé sur tout le corps. C'est une principale manière de différencier les raies des requins. Ça va être les fentes branchiales sous le corps et les pectorales qui sont transformées en ailes, qui sont vraiment soudées tout le long du corps. Donc les raies, elles peuvent être ovipares ou ovovipares avec des œufs carrés noirs. On trouve souvent les capsules sur les bords de plage. Si vous avez l'habitude, j'imagine que vous savez tous à quoi ça ressemble. Et au niveau des denticules cutanés, elles ne recouvrent pas totalement comme chez les requins, elles recouvrent en partie. Et elles ont souvent chez les raies, ces denticules, une fonction défensive. Donc là, chez la raie épineuse, c'est vraiment toute la queue qui est bordée de longs denticules. Chez les pastenaques, ça va vraiment être un aiguillon venimeux comme chez les mobulards où il y a un petit aiguillon. Et j'ai oublié de le dire, chez les requins, en fait, on va avoir des ovipares, des ovovivipares et des vivipares. Donc on a vraiment les trois systèmes de reproduction. Les 3 principes sont ceux-là. Donc voilà, je le disais pour les chimères où le mâle saisit vraiment la pectorale de la femelle, alors qu'il y a plutôt des morsures chez les requins et les raies pour aider à l'accouplement. On a un utérus qui est divisé en 2 avec la production des œufs ici. Le ptérygopode va pénétrer, on va avoir une fécondation des œufs qui vont descendre dans l'utérus. Et ensuite, on a 3 modes de développement. Donc chez les espèces ovipares, les œufs fécondés vont, en descendant le long, se couvrir d'une capsule, voilà.
ici. Donc chez les raies, c'est une capsule plutôt rectangulaire avec des pointes, puisque les œufs sont plantés dans le sable très souvent. Chez les chimères, voilà, elles sont comme ça, ils sont déposés. Et chez les quelques requins, la capsule est beaucoup plus allongée et il y a plein de petits tortillons qui permettent à la capsule d'être enroulée autour des animaux, comme les gorgones, les éponges, etc., pour les garder en place. On a, donc voilà, ça c'est notamment les raies avec ce système d'oviparité et quelques requins. On a les espèces ovovivipares, c'est-à-dire que l'œuf fécondé, l'embryon va grandir dans une capsule à l'intérieur de l'utérus de la femelle et arrivé à maturité, il va d'abord sortir de cette capsule et ensuite il va être expulsé de l'utérus. Donc c'est une forme d'ovoviviparité. Donc voilà, il grandit, on va dire, dans un œuf à l'intérieur de l'utérus. Et on a enfin une viviparité entre guillemets placentaire qui peut être finalement assez proche de ce qu'on retrouve chez les mammifères, chez les requins les familles les plus évoluées, en tout cas apparues les plus récemment, où on a là en fait le sac vitellin qui va se coller à la paroi de l'utérus et qui va avoir fonction de placenta, qui va permettre des échanges entre la paroi de l'utérus et l'embryon, et qu'une fois qu'il sera à terme, l'embryon va être expulsé. Voilà, donc ça c'est la jolie histoire de la reproduction chez les chondrichthiens. En réalité, il y a des phénomènes un petit peu moins, on va dire, amusants. C'est que, notamment chez les espèces de requins, on a beaucoup de cannibalisme intra-utérin, c'est-à-dire des espèces, soit chez les ovovivipares, soit chez les vivipares, où les embryons les plus, entre guillemets, les plus gros, les plus évolués, les plus adaptés, vont, avant d'être expulsés, manger les petits frères ou les petites sœurs pour attaquer la vie, enfin en tout cas commencer la vie du bon côté, en tout cas en ayant l'estomac plein. Et ensuite, donc voilà, notamment chez les requins taureaux, par exemple, qui sont le système de reproduction est vraiment celui-là où on a un tout petit nombre d'embryons qui arrivent à maturité, et la plupart du temps, il y en a peut-être même souvent bien qu'un. Donc chez ces systèmes, on a quand même des espèces qui peuvent produire beaucoup d'embryons. Par exemple, chez le peau bleu, une espèce des plus classiques, on peut avoir jusqu'à 120 embryons pour les grosses femelles. Donc voilà, même si grosso modo c'est pas des gros chiffres, ça peut quand même amener à beaucoup d'embryons selon les espèces. Donc une des principales caractéristiques de ces animaux-là aussi,